ce midi, encore une fois sur LinkedIn, avec le format Comment parler. Aujourd'hui, comment parler lorsque tout nous oppose. Je suis Peter Barrett. Vous me connaissez peut-être avec la chaîne YouTube Débatologie où je vulgarise comment est-ce qu'on fait pour avoir des conversations constructives dans des situations dégradées. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un confrère, d'un ami, de quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est Antoine Marie. Antoine Marie, qui est chercheur en psychologie politique, aujourd'hui à l'Institut Jean-Nico. Je- Aujourd'hui, à l'Institut Bientôt à Sciences Jean-Nico. Po, Ah, dans 2 mois à Sciences Po. voilà, au Cevipof à Sciences Po dans 2 mois. Je n'osais pas l'annoncer, je te laissais la perche pour que tu puisses le dire. T'inquiète, Et t'inquiète. puis, Pas de pression. il va nous parler du coup de la psychologie des idées politiques et notamment comment est-ce qu'elle nous amène parfois à nous polariser, à nous tribaliser, mais pas que dans le cadre de la politique en fait, hein, tout l'impact des questions politiques dans notre quotidien, ce qui nous amène à nous opposer et peut-être à rompre le dialogue, peut-être à le rendre difficile, voire sembler impossible. Donc on va décortiquer tout ça avec Antoine pendant 1 heure ce midi. Donc j'espère que vous avez préparé un déjeuner sympathique dans lequel vous pourrez à la fois nous écouter, contribuer. N'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions, à commenter. Moi j'essaierai de prendre le relais de vos questions, de vos commentaires au fur et à mesure. Et comme ça les poser à Antoine et me faire le relais. Antoine, tu es chercheur, tu as cette expertise de quelqu'un qui cherche à analyser les choses, à regarder les données. Euh, Quel est ton constat aujourd'hui sur à quel point on est opposé? C'est-à-dire à quel point on peut estimer le fait qu'on se sépare, qu'on se tribalise, qu'on se polarise. Souvent c'est un terme qu'on entend pas mal, qu'on commence à entendre un peu dans l'espace médiatique. Comment on estime ça et est-ce qu'on est vraiment si opposé que ça? Alors, par polariser, on peut peut-être préciser pour commencer qu'on veut dire par là, pas juste le fait qu'on a une inclination à être en désaccord, ça c'est pas forcément un problème, hein. Il faut que la discussion, le débat public soit nourri de perspectives différentes, d'expériences différentes, ça c'est tout à fait normal et constructif. La démocratie en a besoin. Je pense que nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est plutôt un peu la polarisation émotionnelle, affective, en gros l'hostilité entre les individus et entre les groupes, qui est souvent un peu évitable et dont on a l'impression quand on a une personnalité conciliante, quand on est exercé à la résolution de conflits, etc., qu'elle aurait pu être évitée et qu'elle est une sorte de mal moral vraiment inutile dans le monde. Et c'est un peu ça, je pense, qui nous préoccupe, toi et moi. Alors, est-ce qu'il y a plus de ça qu'avant? C'est très difficile de savoir. Je ne vais pas faire comme si on pouvait savoir facilement. On n'a pas des données longitudinales qui soient suffisamment fines sur comment ça a évolué depuis l'après-guerre, depuis les années 30, depuis le 19e siècle. Difficile de dire. Clairement, au niveau historique, on est dans une période qui est extraordinairement pacifiée pour l'Europe, pour l'Ouest. Rien à voir avec le niveau de violence que la société occidentale a connu pendant les guerres mondiales, etc. On est probablement quand même aujourd'hui moins impulsif. On a des États, nations qui régulent quand même assez mieux les conflits politiques qu'avant. Il y a très peu de violences politiques qui sont accomplies dans nos démocraties, etc. Si on compare au reste du monde, je ne sais pas moi, au Myanmar, ou est-ce que c'était les années 30, tu vois, les manifs du février 34, etc. Enfin, on est dans un monde qui est quand même très, très différent. Mais en fait, dans la mesure où justement on a pacifié beaucoup les rapports sociaux, on s'est aussi sensibilisé à des types de menaces ou dysfonctionnements qui sont de plus en plus subtils et qui nous préoccupent nous maintenant aujourd'hui, alors qu'ils seraient peut-être parus comme étant assez mineurs en 1945 ou en 1930, tu vois. Et je sais pas, par exemple, ma foi, les questions de polarisation et d'hostilité sur les réseaux sociaux, ça peut en faire partie. La question de la discrimination raciale à l'embauche, ça peut en faire partie. La question du harcèlement sexuel, ça peut en faire partie. Et c'est bien, en fait. Ça veut dire qu'on a progressé moralement et qu'on s'est sensibilisé à des causes un peu plus secondaires, un peu moins primordiales pour la survie de nous en tant qu'individus. Et du coup, voilà, on s'est sensibilisé à tout ça. Donc, si on zoome un peu sur les 30 dernières années, oui, j'ai l'impression que dans certains pays, il y a la polarisation émotionnelle qui a un peu augmenté entre, par exemple, républicains et démocrates aux États-Unis. En France, je ne saurais pas trop dire cette polarisation politique, elle a gravi. Je ne connais pas trop bien les données. Je pense que si c'est le cas, c'est des petits effets. C'est pas marquant. C'est plutôt qu'on s'y est sensibilisé. Hmm. Et les réseaux sociaux semblent y avoir un peu contribué quand même, parce qu'ils propulsent euh, des, euh, des punchlines, des posts en 280 caractères, parfois pas très pédagogiques, un peu hostiles, à très grande échelle, et ils permettent à des milliers de personnes, des millions de personnes d'être touchées instantanément par des messages potentiellement un peu hostiles ou un peu clivants.
C'est d'ailleurs intentionnel de la part d'un certain nombre d'agitateurs, d'influenceurs, de théoriciens du complot ou juste de politiciens qui aiment bien créer du buzz. Et donc, ça oui, c'est quand même un peu une donnée nouvelle, dans le sens où avant, on n'avait que les médias un peu traditionnels, je sais pas moi, des sites internet d'institutions médiatiques officielles comme, je sais pas moi, Le Monde, Libération. Maintenant, on a les apps et on a Facebook et Twitter qui viennent nous appeler de leurs notifications à chaque heure de la journée. Avant, on n'avait que la télé et la radio, et maintenant, on a potentiellement une exposition à des messages clivants politiques un peu en permanence. Et ça, c'est quand même une donnée nouvelle. Mais j'aurais pas envie de donner l'impression à tes Ouais. auditeurs et auditrices que tu vois, la polarisation, la tendance au conflit politique et moral, c'est nouveau. Non, ça, c'est dans la nature humaine. On a toujours été comme ça. On a probablement évolué un peu ces prédispositions-là et on va probablement y revenir, j'imagine. Et ce n'est pas une donnée nouvelle de la postmodernité ou des réseaux sociaux. C'est dans la psychologie humaine depuis toujours. Et à la limite, on a beaucoup progressé en termes de régulation du conflit, en termes de rapports hors ligne, politiques, etc. Il y a beaucoup moins de violence politique qu'avant, beaucoup moins de pauvreté aussi, beaucoup moins de violence de la société. Mais par contre, il y a cette espèce de nouvelle immersion du digital et des réseaux sociaux qui réintroduit un peu de l'hostilité ordinaire, peut-être, et de la division. À des moments, on aurait préféré ne pas qu'elle arrive. Les récits du début de l'Internet, des années 2000, étaient Hmm. très optimistes. On va créer une agora pacifiée, tout le monde va pouvoir débattre, etc. Le printemps arabe de 2011, c'était un peu ça aussi. Oh waouh, les réseaux sociaux permettent l'émancipation des peuples du joug dictatorial. Ça va créer une espèce de rationalisation du lien social et une diffusion des valeurs de la démocratie libérale, etc. C'est pas forcément faux. C'est vrai que les réseaux sociaux sont un facteur de libération, mais ils peuvent être aussi un facteur de division dans les démocraties qui ont déjà ce privilège du free speech, de la liberté d'expression et cette liberté de diffuser des messages à qui veut les lire, à qui veut les entendre sur son réseau Twitter, X ou Facebook, par exemple. Ouais, là, c'est hyper intéressant ce que tu dis, avec un discours un peu pinkerien de Steven Pinker. Un peu. Au final, bah, c'est pas si mal, les choses se passent plutôt bien, et tu as tout à fait raison de le souligner, je pense que c'est très important, surtout qu'on commence à voir émerger un phénomène un peu performatif du discours autour de la polarisation, c'est-à-dire plus on dit qu'on est polarisé, plus il y a un peu un effet Pygmalion, hein, donc plus on a peur de la polarisation politique, et donc je pense que c'est très bien de commencer ce live par ça en disant... euh, c'est une feature de l'évolution des systèmes culturels humains et ça a des raisons ancrées du coup dans les stratégies évolutionnistes. On pourra en parler un petit peu. Donc il y a des raisons pragmatiques tout à fait légitimes à ces phénomènes. Et en plus, ils sont plutôt amoindris aujourd'hui parce qu'il y a des effets de bord très très grands, des génocides, des guerres, des conflits politiques qui vont complètement à l'encontre de notre capacité à coopérer et donc à satisfaire les besoins des humains dans nos sociétés, à se reproduire, etc. Et donc aujourd'hui, on voit bien que on est plutôt sur la partie, la courbe haute, hein, la partie haute de la courbe de cette capacité à coopérer, avec peu de violence politique, peu de conflits. Ce qu'on observe par contre, en effet, c'est plus de sensibilité et aussi peut-être une évolution récente. Là, je vais un petit peu à l'encontre de ce que tu viens de dire. Par exemple, on a tous vu cette courbe sur les réseaux sociaux, hein, des jeunes Coréens et Coréennes se séparer politiquement avec les Coréens de plus en plus de droite, les Coréennes de plus en plus de gauche. On voit des courbes Ouais. similaires en Europe, aux États-Unis. On voit aussi quand même qu'il y Polarisation a sur les salles. ouais, et on voit aussi qu'il y a quand même un appel à la violence politique qui augmente légèrement depuis quelques années, notamment depuis 2016 et l'élection de Trump et le Brexit. Et moi, j'appelle plutôt ça, c'est ce que je disais d'ailleurs hier dans le live avec toi sur la tronche en biais, parce que oui, on fait des lives tout le temps avec Antoine, et on était hier sur la chaîne YouTube de la tronche en biais pour parler d'un sujet très similaire. Mais aujourd'hui, on va le relier à des contextes aussi un peu plus professionnels. Mais en tout cas, voilà, comme on le disait un petit peu hier aussi, c'est quand même quelque chose qu'on peut observer, pas que sur les réseaux sociaux, où il y a une justification de la violence politique qui est légèrement grandissante, où il y a une incertitude quant à l'avenir qui est de plus en plus importante, et donc un tribalisme qui s'ensuit, qui est tout à fait logique en fait. Hein. C'est bah, je veux préserver mes, la satisfaction de mes intérêts légitimes et donc j'ai peur de perdre et donc je Ouais, ouais. me raccroche à mon groupe. Ce qui Oui, puis explique aussi c'est. d'ailleurs Ouais. les tentations guerrières des Poutine, et etc. Hein. C'est-à-dire, en fait, face à l'incertitude, on voit aussi une augmentation des conflits internationaux et c'est ce qu'on observe depuis Ouais, quelques temps. ouais, ouais.
Oui, puis c'est important de comprendre qu'il y a une espèce de causalité un peu cyclique ou circulaire entre, tu vois, plus tu vis dans un environnement où les médias et tes politiciens te racontent qu'il y a une grande menace extérieure qui pèse sur les groupes nationales, etc., plus ça donne des raisons aux gens rationnels, des bonnes raisons de penser effectivement que l'environnement est menaçant, même si c'est de la propagande politique et que c'est exagéré, mais les gens, au niveau cognitif, vont penser qu'il y a de la menace. Et du coup, ça va activer un peu leurs tribal switches dans leur esprit parce que ça donne une raison de faire de la coopération à l'échelle du groupe pour combattre cette menace extra-groupe, tu vois. Ouais. Donc, là, une des conditions qui active toujours un peu le tribalisme, c'est logique de groupe, et du coup, c'est logique d'affrontement in-group versus out-group, avec une détestation des ennemis, etc. C'est la perception de la menace. On a évolué des réflexes de coopération intra-groupe pour parer à la menace des autres groupes rivaux qui nous veulent du mal. Et du coup, aussi longtemps que ton esprit se représente ton environnement social comme étant divisé par le conflit, ça te donne des raisons cognitives, toi-même de te comporter de manière plus tribale, d'envoyer des signaux d'appartenance tribale de ton groupe d'appartenance à ton groupe plus fort, donc éventuellement des croyances plus radicales, un discours plus de détestation des groupes rivaux, etc. Et du coup, ça renforce un peu le tribalisme de tout le monde. Et c'est du coup, c'est un peu performatif, quoi. Les Ouais. perceptions peuvent générer les comportements, et du coup, les comportements deviennent plus tribaux et renforcent à nouveau les perceptions, etc., etc. Ouais, mais c'est tout à fait ce qu'on voit sur le discours écologique. On reparle encore de ton ami Mélusine qui fait un très beau travail sur ces thématiques-là et qui nous montre que, en fait, quand on a des discours catastrophistes, que ce soit sur des sujets type changement climatique ou liés à des actions des outgroups, hein, donc des actions de personnes qui sont dans des groupes sociaux, économiques qui ne nous appartiennent pas, eh ben, on a plutôt tendance à renforcer ces systèmes de polarisation et donc se donner l'impression que quelque part tout nous oppose que l'autre groupe est le mal incarné et doit mourir, doit disparaître, on doit en finir avec eux d'une manière ou d'une autre. Et nous, c'est ce qu'on observe, je pense, dans nos cours, souvent, toi à l'ENS, moi à l'ESSEC et ailleurs aussi, c'est que quand on parle de ces sujets-là à nos élèves, qui sont souvent plutôt engagés à gauche, plutôt jeunes, plutôt militants, on voit bien que le premier réflexe est souvent mais c'est facho, mais c'est méchant de droite, ils ne devraient pas exister, on ne va pas coopérer avec eux, on ne va pas les écouter, pourquoi faire ça? Et on voit que quand Ouais, on pousse un petit peu la réflexion, très vite on arrive à une justification de la violence politique assez évidente qui en va fait, très hein. vite. Ouais. Ouais. Ouais, qui va très vite. L'esprit humain ne demande que ça, hein, quelque part. Et même dans des contextes sociaux très très riches, pacifiés, comme l'Europe de l'Ouest en 2025. C'est vraiment triste. Mm. Un truc que j'ai envie d'ajouter tout de suite, pour comme ça c'est fait, Ouais. c'est que donc on peut donner un peu peut-être deux axes possibles à cette injonction à faire gaffe à la polarisation. D'un côté, il va falloir sensibiliser tes auditeurs, tes auditrices au fait que on surestime un peu trop l'hostilité des groupes d'en face, et du coup, en ce sens, on fait une erreur. Souvent, la raison la raison que les gens se donnent pour détester les fachos, etc., c'est qu'ils pensent vraiment que c'est des gros fachos horribles. Et en fait, quand tu parles avec ces fachos, souvent, ils sont un peu moins fachos que ce que tu crois. Ça, c'est une première leçon. Et la deuxième, c'est que même si tu penses que les fachos sont des putains de fachos, il y a probablement des politiques publiques dans la société qu'il va falloir arriver à mettre en place sur une base totalement consensuelle parce qu'en réalité, elles nous bénéficient à tous. Et ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Par exemple, Macron, une de ses adresses, j'imagine, au début de la pandémie de Covid, c'est qu'il a réussi à déployer des politiques de confinement qui étaient quand même une bonne idée pour sauver la santé publique. Et il a consulté les chefs de parti, y compris Marine Le Pen, qui était évidemment sa grande rivale. Et tout le monde lui a concédé que oui, j'avoue, là, ce serait quand même bien pour le bien commun que tu prennes une décision qui soit un peu responsable, un peu paternelle, un peu régalienne de protection de tout le monde. Voilà. Alors, bien sûr, ça n'arrive pas souvent, ces opportunités-là. Il n'y a peut-être pas beaucoup de politiques qui sont vraiment, vraiment dans l'intérêt de tout le monde, mais il en existe et il faut essayer de les débusquer, il faut essayer de Mm. les reconnaître. Il ne faut pas faire de l'obstruction systématique et s'abandonner à cette tendance à contredire ton opposition politique juste parce que c'est l'opposition qui le dit. Ouais. Il y a des choses qui sont effectivement mutuellement bénéfiques et c'est là que l'esprit un peu partisan, polarisé, hostile, contre-productif, vraiment, je pense, peut créer des très, très graves dommages à la société. La nécessité de se coordonner tous pour parer au changement climatique, c'est un autre bon exemple, je pense, de coordination à grande échelle. Il faut absolument arriver à mettre sur pied, malgré nos désaccords moraux, etc. Ouais, mais là tu mets le doigt, je pense, sur un premier axe qui répond à la question de ce live, hein, comment parler lorsque tout nous oppose. Un premier axe, c'est trouver un objectif commun.
Alors il y en a certains qui vont le symboliser par un ennemi commun. Ça peut avoir des vertus dans une certaine mesure, avec toujours un risque qui est que bah, si l'ennemi est un humain, du coup on retourne dans une dynamique de polarisation quand bien même il est commun. Mais si l'ennemi commun est en effet un grand enjeu pour l'humanité, type le changement climatique ou type un virus, en effet, ça nous permet de sortir de cette dynamique d'opposition entre humains et de s'accorder sur cet objectif qu'on partage tous. Là, on va peut-être me dire, oui, mais Peter, malgré tout ça, il y a quand même des antivax, il y a quand même des personnes qui étaient contre les confinements, il y a quand même des citoyens souverains qui disent je ne contracte pas lorsque la police essaie de les arrêter quand ils sortent d'excès de vitesse. Il y a quand même des personnes qui vont nier le changement climatique malgré les nombreux rapports des plus grands éminences scientifiques du monde qui nous montrent toutes les conséquences des gaz à effet de serre. Donc, comment on fait face à ça? Comment on fait lorsque, même quand on met sur la table ces grands enjeux communs, on- ça semble encore plus renforcer les oppositions. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette dynamique entre l'intérêt qu'il y a à mettre en avant un objectif commun et ce qui semble être parfois une création nécessaire d'opposition à cet objectif commun? Quelque part, il y a bien un groupe qui va finir par se former contre cet objectif commun, même s'il est marginal. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que c'est OK de vivre avec ça? Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses de cette dynamique-là, toi? Alors, je suis pas sûr d'avoir 100% Ouais. compris ta question, mais si tu me demandes, si ta question c'est est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour la vie publique qu'on ait du conflit ou de la tension ou de l'opposition morale et politique, je suis mitigé. C'est-à-dire qu'il faut des désaccords épistémologiques, il faut des croyances différentes et des connaissances différentes et des expériences différentes pour avoir un débat dans lequel les pas si bons arguments sont corrigés par des meilleurs, dans lesquels on a une espèce de rapport un peu plus exhaustif et moins biaisé à l'ensemble des conséquences d'une politique, etc., etc. Mais l'hostilité, je pense qu'elle n'est jamais souhaitable. Je pense qu'il faut toujours essayer de promouvoir une capacité à s'écouter, à s'entendre, etc. Enfin, les scientifiques, ils sont jamais des meilleurs scientifiques parce qu'ils s'engueulent et parce qu'ils sont hostiles les uns aux autres. Ils sont, au maximum, ils sont en désaccord et cette espèce de système de contradiction par la publication successive, de revues par les pairs, etc., permet de générer de la connaissance et de monter en rationalité collectivement et de corriger des vues fausses, etc. Mais je pense que l'hostilité n'est jamais souhaitable. Je pense que l'hostilité est vraiment une espèce de, dans le monde moderne, elle est un sous-produit de notre cognition et il faut juste la combattre à tous les niveaux tout le temps. Idéalement, idéalement. En pratique, ce serait difficile. Ouais, Tu mais réponds à ta question un peu ou pas? ouais, ouais, je pense que indirectement, tu as répondu, donc du coup, j'essaie de l'intégrer à ce que j'essaie de dire. En gros, là, ce que tu nous dis, c'est que bah, enfin, dans le framing de ma question, c'était, en gros, même quand on trouve cet objectif commun qui nous rassemble, on voit qu'il y a quand même des dissensus qui vont se créer, malgré cet objectif commun. Ouais, Mais toi, ce que tu nous dis, c'est ouais. qu'en fait, ce dissensus, il est assez sain, il est presque nécessaire à la résilience des systèmes complexes, avec beaucoup de monde et des opinions différentes. Par contre, il ne faut surtout pas que ça devienne une bonne raison de faire de la violence politique ou une bonne raison d'opprimer le droit à la parole, le droit à l'expression, les libertés individuelles, etc. Donc ce que tu nous dis en gros c'est bah, quand on trouve un grand objectif commun qui permet de pousser une vaste majorité de l'humanité ensemble à coopérer pour avancer sur un sujet, on aura un consensus assez large, mais il y aura des dissensus, il y aura des gens pas d'accord, et c'est ok, et c'est même une bonne chose, parce que ça reste une forme de pluralisme d'idées qui nous permettra, ou qui nous permettrait d'être, en tout cas ça c'est mon point de vue perso, qui nous permettrait d'être plus résilients au cas où on avait eu tort depuis le début, au cas où en fait tout ça était faux. C'est l'intelligence collective qui veut que des petits groupes marginaux, parfois de temps en temps, vont avoir raison, et leur existence a cette utilité-là, au Ouais. sens presque évolutionniste du truc. Hein, c'est cette diversité culturelle et épistémique, donc la diversité des vécus qui fait qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions à partir des mêmes données, et ben, ça nous permet d'être plus résilient face à la complexité du monde, et notamment la surprise parfois d'avoir complètement tort alors qu'on pensait qu'il y avait un grand consensus sur une thématique. Et en ce sens, Je du pense coup, que même face à des antivax dans une crise sanitaire, être respectueux à leur égard, les compter dans le débat public, tout en les considérant à leur niveau, c'est-à-dire à la petite échelle de représentation qu'ils représentent,
c'est vertueux, quand même. Ça fait partie de ce qui permet une belle démocratie et un bon débat public. Ouais. Oui, enfin, je pense que ça arrive presque jamais dans les démocraties relativement pacifiées, modernes, européennes, que un autre groupe politique constitue vraiment une menace existentielle pour soi. Euh, bon, on peut en débattre, hein. C'est sûr qu'il y a des manifs d'extrême droite, donc on peut trouver qu'elles sont l'objet de la complaisance de certaines branches de l'institution policière, etc. Je suis d'accord. Mais globalement, c'est pas pareil que la montée en force des SA et des SS dans la manne des années 30. Et du coup, il vaut mieux garder des contacts avec ces gens-là, ne pas les déshumaniser complètement et essayer de garder un lien de confiance, un minimum ou moins de communication pour, bah, si possible, les faire changer d'avis. Hmm. Et ça, c'est un truc que les gens ont du mal à conscientiser parce que notre esprit, il est tellement façonné pour la compétition intergroupe, pour le tribalisme, etc., que on est très prompt, on est très rapide à s'imaginer que telle idée dangereuse ou tel parti qu'on n'aime pas politiquement est une menace existentielle, physique, menace d'annihilation, etc. Et tout de suite, ça active du coup cette espèce de psychologie du conflit à somme nulle, de l'opposition systématique, de la diabolisation, qui en fait souvent ne fait qu'escalader le conflit et empire les rapports sociaux, quoi. Hmm. Bon. Après, j'ai quand même conscience qu'il y a des contre-arguments à ça, hein. Je me rappelle en avoir discuté avec Pascal Wagner, par exemple, qui me disait bah, ok Antoine, mais toi, tu es un peu le monsieur des polarisations en ce moment, mais reconnais quand même que faire barrage au RN ou faire barrage à des idées un peu facho et intolérantes, c'est une stratégie de dissuasion qui, si elle fonctionne, si elle a des effets positifs de blocage des flux d'informations qu'on n'aime pas vers plus de cerveau, plus d'esprit, etc., c'est une stratégie qui a aussi une certaine rationalité et qui peut être souhaitable. Le problème quand tu fais ça, quand tu fais barrage aux fachos, quand tu fais barrage à des idées que tu n'aimes pas, c'est que ça passe forcément par la diabolisation de ces idées. Et du coup, tu exposes des gens que tu aurais pu persuader de devenir un peu plus modérés ou de rejoindre ton camp, de lâcher ces idées fachos. Tu les exposes à un discours d'hostilité qui leur donne envie d'être parfois encore plus fachos. C'est ça le problème en fait. Il y a un espèce de dilemme moral. Je ne peux pas combattre l'extrême droite, par exemple, pour prendre un exemple, sans avoir un discours de diabolisation, de conspuation de l'extrême droite, qui va forcément vexer des gens que j'aurais pu en fait modérer et rallier à mon camp de personnes centristes ou de gauche, etc. Là, ce que Du tu coup, tu as un décris, dilemme moral. ouais, j'adore ce que tu décris, parce que tu as extrêmement bien expliqué un concept que j'essaye d'envisager, moi, dans mon esprit, ce que j'appelle le paradoxe du paradoxe de la tolérance. Donc, j'imagine que tu es Mm. familier du paradoxe de la tolérance, donc juste pour tout le monde, le paradoxe de la tolérance, c'est une idée de Popper, donc qui est un philosophe des sciences très, très connu, très fameux, qui nous livre cette idée que, en fait, quand on est une société tolérante, il y a un certain paradoxe à tolérer l'intolérable, ou l'intolérance envers certains groupes, et donc, quelque part, dans ce paradoxe, on se retrouve dans une société de tolérance à ne pas tolérer les intolérances. Donc notamment ne pas Ouais. tolérer les discours qui visent à appeler à la haine ou appeler à la menace de mort, etc. Et en fait, je trouve que là, ce que tu viens d'écrire, c'est un peu le paradoxe du paradoxe de la tolérance. C'est que au sein de ce paradoxe, il y en a encore un autre, qui est que bah, quand on fait cette suppression du discours, quand on dit ouais, quand même, on va vous empêcher de parler de ça, on va quand même ne pas autoriser ce type de discours-là, et ben, en fait, on renforce ce discours dans une certaine mesure. Parce que on est en train de dire aux personnes qui font partie de cette équipe, entre guillemets, ou qui Ouais. trouvent que cette équipe est pas si délirante que ça, que elle est victime, opprimée, oppressée du système, ce qui donne de Ouais. très bons arguments pour la rejoindre et en faire partie. Ouais. Ouais. Et, Ouais. et Parce personnellement, que ouais, quand tu vas-y. censures un discours que tu n'aimes pas, quand tu censures un discours que tu n'aimes pas, tu accomplis une action hostile. Tu penses que toi, tu es moralement motivé, que tu es moralement légitime à le faire. Pour toi, c'est pro-social, c'est gentil. Mais les gens qui sont du côté de la réception, c'est forcément hostile. Et du coup, ça leur donne une raison, eux, d'activer leur perception de menace et du coup de réciproquer, de rendre cette intention de censure éventuellement en escaladant, en essayant de réprimer ton propre discours à leur tour, etc., ou en étant hostile à leur tour, etc. Et Ouais. ça, pareil, il faut faire confiance à l'esprit humain pour avoir constamment des intentions, des intuitions de réciprocité. Si tu fais quelque chose de méfiant à quelqu'un, tu peux être sûr qu'il va avoir envie de te le faire. Et du coup, Hmm. il faut toujours jouer un peu au billard à deux bandes en anticipant comment est-ce qu'un geste que tu penses moralement justifié, toi, va être reçu comme autant aussi de l'autre côté et motiver la même réponse ou une pire réponse. Je trouve que c'est ultra important ce que tu viens de dire. Et pour moi, ça note, ça me met une petite note mentale dans le fait que, du coup, tout ce que je fais, toutes les actions que je porte,
je dois les penser comme des actions qui sont vertueuses si elles étaient répétées presque euh, de façon interminable, de À façon l'infini ou à l'infini. universalisable. Exactement. Et ça, On c'est redécouvre hyper Kant, dur. en fait. Ouais, exactement. Et c'est très compliqué de trouver ce type d'action-là. Enfin, c'est pas du tout évident, donc on va forcément faire des erreurs, ça va forcément être complexe, mais du moins, c'est bien ça qu'on recherche. Et on voit bien, Ouais, du coup, la limite des justifications un peu par catégorisation, de dire non, ça c'est mal, ça c'est bien. Oui, mais à quel titre et ça devient ouais, tout de ouais. suite un loop, un circuit assez négatif. Ça me fait penser d'ailleurs à une preuve que j'estime exister de ce problème du paradoxe de la tolérance, qui à mon sens justifie qu'on ne soit pas aussi limitant, enfin qu'on ne limite pas autant la liberté d'expression, c'est que beaucoup de personnes dans l'espace médiatique français, par exemple ces dernières années, ont parlé de la Belgique et de son fameux, euh, comment ils ont appelé ça déjà, euh, en gros, l'interdiction de parler des idées d'extrême droite sur les plateaux télé. Le fait en anglais, on Mhm. appelle ça le deplatforming. En gros, c'est le Ouais. cordon sanitaire, c'est Le ça, le cordon terme. sanitaire C'est ou un truc ça, comme ça, un peu, quoi. exactement, un cordon sanitaire. Le fait de ne pas autoriser les personnalités d'extrême droite à aller sur les plateaux télé. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce soit la Belgique, donc, qui a cette norme sociale-là au sein du système médiatique. En France, on a une restriction de la liberté d'expression qui est assez forte par rapport à d'autres pays libéraux, ou aux États-Unis où il n'y a quasiment pas de restriction de la liberté d'expression, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de très vaste différence dans la montée des idées néfastes d'extrême droite. C'est-à-dire, tu regardes la Belgique Flandre, la Belgique francophone, la France, l'Allemagne. En fait, c'est pas trop là que les différences sont marquées. C'est pas dans la Ça. restriction de la En fait, liberté de c'est une penser question ou de la liberté de entièrement parole. empirique. C'est une question. Ouais, Excuse-moi de te couper, je mais t'en c'est prie, je t'en mon prie. TDAH et mon enthousiasme intellectuel que tu connais bien. C'est une question entièrement empirique de savoir si, quand tu vas mettre en place un cordon sanitaire, ça va surtout avoir des effets de limitation sur les idées d'extrême droite que tu n'aimes pas, versus donner des idées, des bonnes raisons à l'extrême droite de se sentir persécuté, de monter en puissance et d'être encore plus conspi. C'est entièrement une question empirique. Mm. Il y a deux mécanismes. Dion Elster dirait un mécanisme de type 1, un mécanisme de type 2. Tu ne sais pas à l'avance quelle est la force relative des deux. Et du coup, il faut faire le bilan des forces, il faut regarder comment est-ce que les deux pistons s'équilibrent l'un l'autre. Et ça, pour ça, il faut des études sociologiques, il faut peut-être une étude expérimentale, idéalement, pour le savoir. On ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, c'est très difficile de légiférer là-dessus ou de prendre une décision politique vraiment informée au plan des conséquences, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure est-ce que les deux effets vont prévaloir l'un sur l'autre. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve que, tu vois, dès qu'on parle dans l'espace médiatique de grandes idées qui seraient la meilleure manière de combattre l'extrême droite, je pense qu'à chaque fois, on a un peu tendance à se planter parce que on a du mal à estimer les conséquences de l'application de ces idées. Et pour le coup, ce qu'on remarque, hein, c'est que en tout cas dans les sondages d'opinion, ces différences ne sont pas marquées en fonction des stratégies qui sont opérées par le système médiatique ou même par le législateur dans sa limitation j'ai toujours du mal à traduire free speech en français de la liberté d'expression, voilà. Et, Liberté d'expression. alors qu'on voit qu'il y a d'autres pays en effet où il y a moins ce problème de la montée de l'extrême droite, en tout cas d'idées qui visent à exclure certains groupes ou de l'espace social ou à ne pas coopérer avec eux, et ben ces pays-là sont des pays qui ont très forte cohésion sociale, qui ont des normes sociales partagées qui sont importantes. Donc on voit que s'il y a un truc qui fonctionne, c'est plutôt de recréer du vivre ensemble. C'était une mode à une époque, ça n'est plus trop aujourd'hui, plutôt que d'aller attaquer la liberté d'expression. Et enfin, en tout cas, moi, c'est ça que je privilégierais si j'étais un législateur. Si je dois faire des grands choix de politique publique, clairement, je ne vais pas limiter la liberté d'expression trop. Par contre, je vais énormément exercer à créer du vivre ensemble parce que je sais que par la connexion, Ouais. par les liens sociaux, là, on recrée cette possibilité d'envisager Ouais. du coup la tolérance envers des groupes différents. Alors, tu vois, cette remarque que tu fais sur la manière dont si on régule la liberté d'expression, en fait, on donne un prétexte à nos ennemis pour éventuellement réciproquer cette restriction de la liberté d'expression, et ça peut être un peu une escalade.
où on anticipe mal comment est-ce que ça va être reçu de leur côté, ça va leur donner des perceptions un peu de persécution, de théorie du complot, enfin de complotisme qui leur serait dirigé contre eux, etc. Donc cette idée-là, elle permet de mettre le doigt sur un truc extrêmement, extrêmement important sur la psychologie politique des humains, c'est que on est bon pour anticiper les conséquences un peu immédiates de court terme de nos actions, mais on est très mauvais pour penser les chaînes d'action longues, causales, qui se déroulent au cours du temps long, sur comment est-ce que les effets qu'on produit dans le monde vont un peu essaimer, se diffuser, éventuellement euh, partir un peu hors de contrôle et en fait avoir des effets pervers qui finissent par nous nuire. On a une cognition qui est surtout câblée pour les interactions face-to-face à petite échelle. On n'a pas évolué pour anticiper comment est-ce que une restriction de la liberté d'expression va créer un effet pervers négatif à grande échelle au bout de 15 ans qui va en fait faire monter l'extrême droite en leur donnant des raisons d'être complotistes. Ça, notre cognition, elle n'est pas équipée pour ça. On est équipé pour anticiper les effets immédiats dans une interaction face-to-face de si je dis un truc gentil ou si je dis un peu provoquant, comment est-ce que Peter il va réagir. Ça, on est bon. On a des mécanismes de mind reading, de lecture des intentions qui sont bons pour ça. On est bon aussi pour anticiper le fait que si on dit des trucs qui sont perçus comme étant bons, moraux, les gens dans notre groupe qui pensent comme nous, ils vont nous aimer et ça va augmenter notre réputation, ça va l'améliorer, etc. Ça, on est bon. On est bon pour le virtue signaling, on est bon pour éventuellement exagérer certaines menaces et mobiliser les gens de son in-group qui sont déjà d'accord avec soi, d'aller combattre tel ennemi politique qu'on n'aime pas ou telle question qu'on n'aime pas, genre le racisme ou le changement climatique. Mais anticiper comment est-ce que toute cette rhétorique politique ces tentatives de censure des groupes qu'on n'aime pas, cette démonisation, cette diabolisation des groupes qu'on n'aime pas, comment est-ce que tout ça va être reçu par le camp d'en face à moyen terme, à long terme, et comment est-ce que ça peut escalader en effet pervers. Là, on est complètement dans le noir, en tout cas la plupart d'entre nous, et c'est un gros problème, c'est qu'en fait la cognition humaine n'est pas adaptée aux effets complexes, collectifs et un peu de long terme de la communication politique dans les sociétés modernes. On n'anticipe pas les espèces de spillover effects que ça peut avoir assez rapidement, et c'est, je pense, une des sources de la polarisation aussi, quoi. Ouais, c'est ultra intéressant ce que tu dis, parce que je suis en train d'envisager un autre paradoxe du coup dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes, par exemple, qui militent pour des actions pour aller à l'encontre du changement climatique, vont dire, bah justement, on n'est tellement pas câblé pour les conséquences à long terme, qu'on a du mal à agir pour empêcher le changement climatique. Et ces mêmes personnes vont mener des actions de militantisme qui sont elles-mêmes pas bien câblées, entre guillemets, pour empêcher des réactions réactionnaires face à Ouais, leur militantisme. Et c'est un ouais. truc, une espèce de paradoxe qui est assez rigolo, tu vois. J'accuse les autres de ne pas faire preuve de suffisamment de long-termisme dans leurs réflexions, dans leurs actions, et au final, moi-même, j'en fais pas preuve dans la psychologie des actions politiques que je mène. Ouais, C'est assez ouais. drôle. Et on est très mauvais pour faire du mind reading intergroupe, tu vois, pour comprendre comment Hmm. est-ce que les gens pensent dans les autres groupes que les nôtres. On est bon pour anticiper un peu les croyances, les intérêts, les préférences des gens qui nous ressemblent, mais dès que les gens ont des croyances assez différentes ou des visions du monde assez différentes et des idéologies assez différentes, on se représente plus très bien les motivations fondamentales et un peu inconscientes qu'ils peuvent avoir. On se représente pas trop les conditions sociales dans lesquelles ils ont acquis ces croyances qui nous paraissent si bizarres. Hmm. Et on n'anticipe pas non plus leurs réflexes ou leurs préoccupations. Bref, on a des psychologies différentes les uns les autres, donc évidemment, on a du mal à se projeter dans l'esprit des autres. Ouais. Ouais, et puis on a tendance du coup à estimer que la personne a forcément des mauvaises intentions, etc. Donc on va tout de suite, hein, c'est l'analogie de l'alarme incendie, c'est ça, on va tout de suite vers Ouais. la possibilité d'une fumée, même si c'est de la vapeur d'eau, parce que on sait jamais. Et donc voilà, on fait l'erreur fondamentale d'attribution. Voilà, il y a des biais cognitifs qui sont en jeu, qui nous amènent à penser que bah, si l'autre a des idées si différentes que nôtres, c'est quelque part elles sont néfastes, quelque part elles ont des intentions Ouais. négatives. Et le Ouais, pire, ouais. c'est qu'après les Là où personnes on dans les devrait. débats. Oui, pardon, vas-y. Non, juste une mini remarque de complément par rapport à ce que tu disais. Là où on devrait attribuer la différence d'opinion ou de comportement à de l'incompétence, des informations différentes, des préférences un peu différentes, des aspirations moralement nobles mais différentes de soi, on va faire l'inférence qu'il y a de l'égoïsme, du cynisme, que les personnes s'en foutent complètement de la morale, qu'ils sont hostiles, etc. Effectivement. Ouais, tout à fait. Il y avait une question dans le chat qui date un petit peu, mais j'espère que la personne sera toujours là. C'est mon ami et collègue Marine Soichot qui fait des spectacles. D'ailleurs, je profite pour faire un petit coup de pub, hein, qui fait des spectacles sur le féminisme qui sont super intéressants et notamment pour sensibiliser les personnes à
ce que sont les actions du quotidien qui peuvent amoindrir la position des femmes dans la société, et qui peuvent être sexistes, en fait, tout simplement, dans toutes les petites actions du quotidien. Elle a aussi un podcast sur le sexisme et d'ailleurs d'autres formes d'oppression systémique. Elle ne parle pas que du sexisme dans son podcast, très très intéressant. Donc c'est les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast. Un petit coup de pub pour Marine, que j'apprécie beaucoup, qui sort un livre aussi, qui vient de sortir un livre, chez Pearson, sur le sexisme en entreprise. Donc allez l'acheter, appelez Marine si vous voulez faire un truc dans votre entreprise sur ce sujet-là, elle est géniale. Elle nous pose une question. Elle nous dit quel est votre avis sur les masculinistes qui portent des discours clairement contre le droit des femmes? En gros, qu'est-ce qu'on fait, si je crois comprendre la question de Marine, qu'est-ce qu'on fait face à des gros mascus qui nous disent de toute façon les femmes c'est fait pour rester à la maison, de toute manière il y a des raisons biologiques aux différences entre hommes et femmes qui déterminent leurs rôles sociaux et faut arrêter d'aller au-delà de la question biologique. Voilà. Comment on fait face à ce genre de discours? Est-ce qu'on engage la conversation? Est-ce qu'on limite la liberté d'expression? Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine? C'est une question un peu pratique, hein, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est une question pratique qui est terriblement difficile, qui est un petit peu quand même en dehors de ma zone de compétence, au sens où je n'ai pas énormément étudié la psychologie des masculinistes, même si la question des rapports entre les sexes m'intéresse beaucoup et que j'y cogite pas mal. Je pense qu'il faut toujours essayer de maintenir un lien communicationnel avec ces gens, parce que bien sûr, leur idéologie de haine des femmes est totalement nauséabonde et absurde, etc. Mais il faut quand même toujours maintenir un peu une perception de commune humanité pour pas donner des raisons encore plus aux gens de s'isoler, encore plus de se fermer à des sources d'informations qui pourraient les rendre un peu plus nuancés. On a quand même pas mal d'exemples d'anciens incels et tout qui se sont déradicalisés, qui ont arrêté d'être des gros misogynes et qu'on finit même par se trouver des meufs et qui ont maintenant un discours très apologétique. Il y a un super documentaire d'Arte sur les masculinistes en France avec un personnage principal qui témoigne beaucoup de comment est-ce qu'il était tombé dans une idéologie un peu d'extrême droite mascu et comment il en est complètement sorti. Et c'est super, super touchant et c'est un super docu. Ça existe. Donc, même conseil que dans n'importe quelle forme de polarisation, hein, garder le contact. Euh, J'aurais envie de dire aussi, pas, comment dire, essayer soi-même d'être aussi nuancé quand on est une personne de gauche et progressiste. Le masculinisme, dans sa haine des femmes, est totalement bien sûr, injustifié, etc. C'est une idéologie de haine qui généralise sur un groupe de sexe entier et qui nourrit l'intolérance. Mais une des portes d'entrée éventuellement dans le masculinisme, ça peut être éventuellement l'observation que les hommes et les femmes psychologiquement ne sont pas exactement toujours faits sur le même modèle, qu'il y a un peu des différences psychologiques et tout. Et ça, je pense quand même que scientifiquement, c'est assez justifié. Hein. Il y a plein de données interculturelles sur les humains, sur les primates, sur les enfants, qui suggèrent quand même que psychologiquement, en moyenne, les deux courbes de Gauss psychologiques des deux sexes ne sont pas toujours totalement superposées sur un certain nombre de traits. Motivation au care, Big Five, prise de risque physique, etc., etc. Évidemment, à aucun moment, ces observations descriptives, elles n'ont aucune conséquence idéologique en termes de les femmes à la maison, etc. Non, c'est juste qu'on a des petites préférences ou des petites différences d'aisance avec certaines tâches, etc., qui peuvent nous différencier en moyenne, mais à aucun moment, c'est une raison normative de dire un sexe va être opprimé, ça va sans dire. Les faits descriptifs n'ont pas d'implication morale. Mais peut-être que engager une discussion sérieuse et de bonne foi sur le fait que hommes et femmes ont des petites différences, ont parfois des forces et des faiblesses en vertu de leurs différences psychologiques, ça peut être un moyen de connecter avec des masculins sans leur donner l'impression qu'on pense qu'ils disent entièrement que de la merde et en rétablissant un peu un dialogue où soi-même on ne se caricature pas en personne de gauche qui typiquement pourrait potentiellement les agacer et leur donner des raisons de détester la gauche et de détester le féminisme. Donc, je sais pas. Moi, ce serait un peu mon take, Ouais, ouais. peut-être, si j'avais un tonton ou un cousin un peu mascu. J'essaierais de lui dire, je suis d'accord avec toi, frérot, que parfois, dans la gauche féministe, il y a un peu une espèce de position un peu ardoise vierge, blank slate, qui n'est pas très justifiée par la science. Les gens se sentent légitimes de la véhiculer pour affirmer l'égalité entre les sexes, etc. Et moi, je suis d'accord que c'est pas nécessaire. On peut reconnaître qu'on est un peu différents et un peu complémentaires, tout en étant parfaitement égaux, et tout en voulant poursuivre un agenda de libération féministe et féminine. Et peut-être que ça peut être une porte d'entrée un peu sobre, un peu saine avec certains masculins. Mais très honnêtement, je ne sais pas. J'ai jamais discuté avec des masculins, donc je ne sais pas très bien. Mais voilà, essayez d'avoir une discussion dans laquelle il y a un rapport égalitaire, un respect mutuel, une écoute
pour certaines revendications masculines ne sont pas forcément absurdes, même si parfois elles peuvent être exagérées, et essayer de voilà, de pas couper la communication. Ce serait un peu Hmm. ma recommandation. Mais encore une fois, je suis pas spécialiste des mascus et Ouais. de la manosphère, donc c'est à prendre avec un grain de sel. Non, mais en même temps, ce que tu décris là, c'est quand même lié à des études pas, tu vois, qui sont pas spécifiques à des thématiques et qui ont prouvé leur efficacité. Donc la théorie du contact que tu mentionnes indirectement au début, c'est-à-dire Ouais, on ouais, préserve les liens sociaux avec la personne. Pourquoi? ouais. Bah, tant qu'elle ne, tu vois, que ça nous empêche pas de vivre que d'avoir le lien avec cette personne. Hein. Si ça devient une contrainte sur notre vie que de préserver ce lien, on est évidemment en bon droit de se séparer. Mais s'il n'y a pas de contrainte sur notre vie à préserver ce lien, bah, autant le préserver parce qu'on sait très bien que quand on préserve ces liens, lorsqu'on crée du contact avec les gens, on a plutôt une baisse des préjugés qu'une augmentation des préjugés. Donc là, ça c'est l'hypothèse de contact et la façon dont elle a été prouvée dans la littérature. Ensuite, tu nous parles d'un deuxième truc qui est que en faisant grâce de certaines observations qui sont vraies scientifiquement et qui malheureusement sont souvent utilisées pour justifier des positions normatives avec lesquelles nous on serait en désaccord, et ben en fait Ouais. je montre là mon honnêteté intellectuelle, je fais acte d'humilité, je montre ma vulnérabilité aussi, ce qui a plutôt tendance à amener l'autre à son tour à l'être aussi. On peut aussi aller plus loin dans cette idée, hein, quand tout nous oppose, là on est vraiment dans le cœur du sujet, quand on nous oppose, donc on garde le contact, on montre là tout ce qui nous semble juste, on fait peut-être même l'homme de fer de la position de l'autre, Ouais, c'est-à-dire, bah toi ouais, en tant que masculin, en fait, c'est vrai que je peux te comprendre, t'es un homme, tu as l'expérience des femmes que tu as, cette expérience elle est négative, elle est difficile, et du coup tu as un vécu qui peut être assez négatif à l'égard de certaines femmes, et donc ça a forgé ta conviction, et en fait moi ça je peux comprendre. Maintenant, est-ce que je la partage, cette conviction? Bah, pas du tout, parce que moi j'ai un vécu différent. Et ça va au cœur, je trouve, du vrai enjeu de faire changer les convictions, de faire changer d'avis des personnes qui sont radicalisées dans des mouvements. C'est euh, en parlant de, de cette manière-là, je peux les amener à vivre autre chose. Par exemple, de dire, bah, vivons autrement les interactions humaines ensemble, et peut-être que tu verras que c'est pas comme tu penses. Donc typiquement, si moi je ouais, suis une ouais. femme et que je parle à un masculin, lui faire vivre une expérience très positive avec une féministe, de discussion constructive, d'un échange plutôt vertueux et cordial, et ben en fait, C'est tout cette bénef. expérience-là lui prouve qu'il a tort. C'est le fait de Ouais, vivre cette expérience qui lui prouve qu'il a tort. totalement. Et on le sait que dans faire changer la vie de quelqu'un, les arguments sont moins efficaces que le ressenti, l'expérience vécue. C'est ça qui forge les Ouais, convictions des gens. C'est cette intuition qui est liée à l'expérience vécue. Donc plus on fait vivre cette expérience aux gens, bah, plus c'est probable qu'ils changent d'avis. Et ça fait le lien avec ce fameux exemple que j'utilise tout le temps, mais qui est génial, de Daryl Davis, donc l'exemple de cet homme noir qui, par la conversation, par l'échange cordial avec des personnes du Ku Klux Klan, on a déconverti 200 à lui tout seul, juste parce que ouais, c'est il était magnifique. curieux de comprendre pourquoi il pense ce qu'il pense et curieux de partager son vécu et ses sensations et sa vie. Et malgré les insultes, malgré le potentiel risque sur sa vie, a bien vu le résultat positif que ça a pu générer. Et ça, on peut que le souhaiter. Ouais, ouais. Sur les mascus, 2 secondes, et on pourra changer de sujet après si tu veux. Il faut aussi peut-être pas être timide et oser aussi discuter du contenu de l'idéologie masculiniste avec les masculinistes. Et par exemple, moi, un truc qui m'effare dans l'idéologie masculiniste, c'est cette espèce de puritanisme du body count qui les obsède et qui en fait les amène de manière totalement paradoxale à augmenter encore les coûts réputationnels pour les femmes d'avoir une vie sexuelle libre et libérée. Parce que comme ils sont puritains eux-mêmes, comme l'étaient nos arrière-grands-parents cathos de l'époque victorienne, et comme ils véhiculent un peu ces normes comme ça de blâmer les femmes d'avoir eu plusieurs amants, d'avoir couché avec pas mal de personnes, etc. En fait, ils augmentent les coûts sociaux et réputationnels pour les femmes de profiter de la même liberté que eux, en tant qu'hommes, ils ont envie d'avoir. Et du coup, en fait, les deux sexes finissent par avoir moins d'interactions sexuelles en général parce que ce slut shaming, en fait, diminue aussi, enfin, fait reculer un peu la libération sexuelle dont on aimerait qu'elle bénéficie à tout le monde, en fait. Et c'est totalement
contre-productif, parce que du coup, ces hommes se condamnent par leur propre discours à être encore plus frustrés. Donc voilà, un exemple, là encore, de comment est-ce que tu vois tes petites intuitions morales proximales, immédiates, créer des effets pervers en fait à grande échelle quand elles se diffusent, qui vont potentiellement complètement contre tes intérêts militants, de sexe, politiques, moraux. Et voilà, un bel exemple de l'irrationalité humaine dans le monde moderne. Hmm. Ouais, t'as décrit en quelques mots le problème de la Corée du Sud et du Japon, je pense. Ouais, C'est vraiment, non, mais c'est un vrai sujet, quoi. C'est un énorme enjeu pour ces pays-là. C'est-à-dire, c'est même plus, c'est plus marginal du tout, quoi, comme enjeu. Et le pire, c'est comme on a une capacité de rationalisation qui est assez incroyable, et ben chacun va rationaliser, évidemment, a posteriori, hein, cette situation, de dire, tu sais, je préfère. Tu sais quoi, je préfère, plutôt que d'aller être avec une, je n'oserais pas dire le mot, mais en public, mais plutôt que d'être avec une fille qui a un gros body count, et ben je préfère être seul. Alors que c'est pas vrai, tu préférerais pas être bien seul, sûr. tu C'est vas avoir des évidemment faux, connexions frère. Enfin, comme sociales. n'importe qui, tu as envie d'avoir de l'intimité et ça n'a aucun Exactement. sens. Enfin, Exactement. Mais je trouve ça super intéressant. Et là, on retourne aussi dans la question de la pureté militante qui peut exister dans toutes les idéologies. Et ce besoin de ouais, pureté, qui souvent est un coût très fort pour les individus, c'est-à-dire pour faire partie du in-group, il faut que tu montres ta pureté, et cette pureté, elle doit avoir un coût important pour toi, sinon, quelque part, elle ne montre pas grand-chose. Et donc, voilà, je vais vraiment te demander que tu exerces ce coût sur toi pour être pur, mais ce faisant, tu te radicalises de plus en plus, tu t'éloignes de plus en plus des autres groupes. Et là, on rentre dans un paradoxe, je trouve, qui est très compliqué à résoudre, qui est que comment je fais pour déconvertir quelqu'un, pour l'amener vers une pensée peut-être plus équilibrée, un peu moins extrême. Comment je fais pour faire ça, sachant que le coût pour lui est énorme, parce qu'il va perdre son groupe en fait. Il va perdre tout son environnement dans lequel il évolue, dans lequel il est célébré, dans lequel il est apprécié, dans lequel il a été accepté. Je pense ouais. aux Proud Boys, notamment aux États-Unis, qui est un groupe raciste assez connu, où on a des dizaines et des dizaines de témoignages de ce type-là, c'est-à-dire des hommes seuls qui se radicalisent, qui s'auto-radicalisent sur Internet et qui font des concessions importantes sur leur vie personnelle pour pouvoir rejoindre ces groupes sociaux parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Et comment tu les ramènes en fait? Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est une question difficile, hein, Tu me balances à la figure plein de questions hyper dures. En plus, on l'a vu avec Thomas hier soir, celle-là, un peu la question de la désescalade, de comment est-ce que tu désengages des gens qui sont extrémisés, etc. Donc, il faut comprendre le mécanisme, hein. On démontre sa pureté idéologique à un groupe, à un in-group dont on veut devenir le membre, en montrant à quel point on est prêt à renoncer à d'autres choses pour le groupe, pour l'idéologie. D'accord? Donc, c'est purity test, c'est montrer à quel point tu es inflexible avec l'idéologie du groupe, c'est-à-dire à quel point tu es prêt à abandonner d'autres choses que normalement tu devrais valoriser. Donc, par exemple, je sais pas moi, voilà, tu vas abandonner la ville confortable dans laquelle tu habites et tu vas aller vivre dans les bois, dans une espèce de communauté survivaliste, ou tu vas assumer de t'engueuler avec plein de gens dans ta famille ou tes amis sur les réseaux sociaux en montrant que tu es prêt à sacrifier toutes ces options sociales au bénéfice de ton intégration dans l'in-group qui est ton but prioritaire, etc. Et une fois que les gens font ça, s'engage un mécanisme de competitive signaling, comme on dit en anglais, de signalement compétitif, où chacun essaie de rivaliser avec les autres en pureté idéologique, en montrant qu'il est capable d'être encore plus pur, encore plus radical que les autres, etc., etc. Et du coup, ça peut créer une escalade de la radicalité des comportements et des croyances à l'intérieur du groupe, effectivement. Comment on sort de là? Il faut comprendre que les gens sont réticents à se déradicaliser parce qu'ils ont investi des ressources matérielles et de la réputation dans ce processus de radicalisation. Ils ont gagné l'estime de gens dont ils veulent gagner l'estime. Ils se sont isolés socialement d'autres groupes, donc ils n'ont plus forcément beaucoup d'options en termes de sortie du groupe radical ou d'idéologie, donc pas forcément d'autres groupes qui pourraient les accueillir. On veut plus d'eux. Ils ont tout perdu, ils ont tout donné, leur maison, leur fortune, à la secte, au groupe, au parti, je ne sais quoi. Et du coup, il faut trouver des récompenses matérielles et sociales nouvelles qui vont leur permettre de faire défection par rapport au groupe radical, de le quitter. Il faut trouver un processus de réconciliation nationale, par exemple, comme avec les FARC, où on leur promette je ne vais pas dire une femme, mais l'opportunité peut-être de rencontrer une jeune demoiselle et de trouver mariage, une maison dans une ville apaisée où on leur promet qu'ils ne vont pas se faire persécuter par les anciens membres du groupe, qu'ils vont peut-être avoir une protection policière, une amnistie judiciaire, ce genre de choses, pour créer des incitations individuelles égoïstes à un processus de désengagement. Pour les djihadistes, c'était un peu le même problème pour la France. Est-ce qu'on peut leur accorder une espèce d'amnistie judiciaire
En tout cas, tant qu'ils n'ont pas commis de trop grosses atrocités, s'ils ont juste fait le djihad en Syrie et qu'ils ont, je sais pas moi, fait des trucs qui comptent pas vraiment comme du meurtre de masse, etc., est-ce qu'on peut leur permettre une espèce de sécurité en France? Et si oui, est-ce que ça peut être une incitation à les faire rentrer et à se déradicaliser, etc., etc. Il faut toujours adopter la perspective du radical, qui, pour vous, est un énorme enfoiré, mais pour lui, est une personne moralement motivée, et adopter sa perspective rationnelle, subjective, et se dire qu'est-ce qui pourrait l'intéresser comme alternative à l'action radicale dans laquelle il est engagé. Il faut parler le langage des intérêts, le langage des appartenances de groupes alternatives, des récompenses romantiques, amicales, sexuelles, etc., etc., éventuellement financières, logement, etc., 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 qui permettraient de motiver la personne à se désengager, à se déradicaliser. En deux mots, ce serait un peu ça ma réponse. Ouais, mais j'apprécie beaucoup ce que tu dis parce que là, on rentre vraiment, je trouve, dans le vif du sujet, hein. On voit bien que la modification, enfin, la déradicalisation d'une personne est extrêmement coûteuse pour elle. Comme tu dis, elle est engagée moralement. Donc en fait, lui faire miroiter une, un- une rectitude morale future qui serait amenée par son changement d'avis, rien à foutre. Parce que moi, aujourd'hui, je suis moral, en fait, au sein de mon groupe. Je suis hyper moral Ouais. même. Le Donc, blâme moralisant, ça marche. ça marche pas. Me dire, ah tiens, tu vas gagner à être plus moral, ça marche pas. Par contre, des gains alternatifs, c'est-à-dire les trucs que tu n'as pas aujourd'hui, mais dont tu as envie, ou dont tu pourrais avoir envie, ça, ça peut être un moyen compensatoire qui amène rationnellement, même si après moi je le post-rationalise différemment, évidemment, je vais toujours me trouver d'autres très bonnes raisons d'avoir changé d'avis. Mais la motivation au changement, elle sera beaucoup plus forte. Et je pense que ça a l'air assez cynique hein, quand on le dit comme ça, mais c'est réaliste comme posture. C'est comment on fait dans la déradicalisation. Ça, c'est les méthodes qui sont connues, qu'on sait comment elles fonctionnent. Mais souvent, elles sont faites un petit peu Ouais. à la marge de la société, par des spécialistes du sujet, et qui ne sont pas très publics. Mais c'est la réalité de ces techniques. Et je pense que plus on les Ouais. universalise, plus on gagnera. Moi, dans mon quotidien, si je suis face à des personnes radicalisées, je sais que la pire chose que je peux faire, c'est les moraliser, les accuser de tous les noms, et pour me célébrer au sein de mon in-group qui regarde comment je suis en train de l'attaquer, celui-là, lui montrer qui a raison, non, pire chose à faire. Pire chose à faire. Ouais. Et Et ça nous ça, il ramène faut à que un ce des soit clair problèmes pour tout le monde, je pense. fondamentaux. Hmm. Ouais, ouais. Ça nous ramène à un des problèmes fondamentaux de toute psychologie politique et morale dont on a commencé à parler tout à l'heure, c'est que on est très mauvais pour faire le mind reading des croyances et des motivations idéologiques et des motivations morales des autres groupes et des autres gens. On sait que nous, on pense que nous, on est moralement motivés, on sait quelles sont nos motivations, mais on est Ouais, mauvais pour saisir la finesse des motivations des autres et pour comprendre que pour eux, subjectivement, c'est aussi des motivations morales. Ils ouais, sont tout aussi convaincus d'être des bonnes personnes que nous, on est convaincus d'être des bonnes personnes. ça c'est Et hyper tant que tu important. comprends pas ça, tu comprends rien au rapport intergroupe et à la conflictualité. Ça, c'est ultra important. Et je veux te dire, je pense que tout ce qu'on se dit là, je sais pas pour se lancer des fleurs, mais c'est rare d'entendre ce discours-là. Donc, je tiens vraiment à le valoriser. Surtout en On France. entend Très, très très rare. très peu ces thématiques-là. Donc, j'espère que celles et ceux, même si on n'est pas très très nombreux qui nous regardent, le valorisent. Et on a un public de qualité, je tiens à te dire. Parce que au-delà, Oui, oui. évidemment, de Marine tout à l'heure, j'ai Antonin Adjé, donc, qui était là au premier podcast, premier live, qui lui-même est aussi doctorant en psychologie spécialisé dans le complotisme. Et on a Kevin de Keki, que j'apprécie beaucoup, qui lui aussi est chercheur, surtout sur la thématique éducation à l'esprit critique, et qui a l'air à pas mal aller dans notre sens hein, dans ses commentaires, notamment en pointant du doigt quelque chose qui je trouve est tout à fait cohérente avec ce qu'on disait, hein. C'est l'idée que, en fait, les opinions naissent assez rarement de raisonnements scientifiques, purement d'arbitrage logique, mais la plupart du temps naissent d'expériences personnelles, de cheminements épistémiques complexes liés à des intuitions qu'on a du monde, qu'on post-rationalise. Et donc, et c'est ce qu'on voit dans la psychologie de la persuasion, hein, donc modifier ses comportements, modifier ses opinions, bah, ça a plutôt tendance à passer par ses expériences, au sens sensible, hein, c'est-à-dire faire l'expérience de quelque chose qui nous permette du coup de modifier notre paysage de ce qui est vrai à l'intérieur de notre Ouais, esprit. ouais. Et un exemple de ça que j'avais pris aussi hier dans un Trochombier, c'est les platistes qui vont au pôle sud, je crois,
au pôle Nord, non, je ne sais plus de quel pôle, mais qui payent une expédition pour aller voir. Et qui disent, bah ouais, en fait, soleil 24 heures, donc j'avoue, j'avais tort. Mais tant qu'ils n'en ont pas fait l'expérience, je veux dire, ils en ont vu des vidéos, ils ont vu des scientifiques qui leur disent, ils ont vu tout. Ils ont vu des images satellites, tu vois. Mais tant qu'ils l'ont pas fait eux-mêmes, eh ben, ils avaient du mal à vraiment défier cette réalité. Et le fait de ne pas l'avoir fait seul, c'était un groupe, ensemble, dans une dynamique. Et le fait de tous se regarder à un moment donné et dire, bon, bah, j'avoue, et ben, ça modifie cette perception instantanément, malgré le coup a posteriori, c'est-à-dire ils sont fait complètement sortir de leur groupe idéologique, mais ils avaient constitué leur petit groupe là à eux, qui fait l'expérience d'autre chose. Et je trouve ça très intéressant, ils sont auto-persuadés quelque part de modifier leur perception du monde, et ça c'est un très bel exemple, je trouve. Bah, si on pouvait amener un petit groupe de mascus qui s'entendent bien, qui sont ensemble dans un contexte où ils seraient amenés à remettre en question leur perception des femmes, si on pouvait faire ça avec des racistes, si on pouvait faire ça avec tout un tas de groupes qui ont des préjugés radicaux, Ouais, ouais. peut-être que ça aurait des effets super positifs sur la persuasion Sur, de ces groupes. je suis entièrement d'accord. Sur la question des rapports entre les sexes, il y a un document qui existe déjà sur Internet, tu m'en avais parlé, une vidéo, un TED Talk, tu sais, d'une dame qui était à une époque féministe, très revancharde, presque un peu misandre, et qui dit dans son TED Talk, bah voilà, je suis arrivé dans une bande de masculins, une asso, j'ai réalisé en fait que c'était des mecs qui étaient quand même assez fragiles, assez vulnérables, qui avaient des revendications entendables, de la souffrance, de la vulnérabilité, pas du tout Ouais, pour les angéliser, hein, mais voilà, un peu perspective technique, on comprend un peu d'où ils viennent. Et en fait, bah, j'ai eu un bon rapport avec eux et maintenant j'ai plutôt envie de les déradicaliser pour les radicaux d'entre eux, bien sûr, mais aussi de faire un peu une pub humanisante pour leur vision du monde et essayer d'équilibrer un peu plus cette espèce de guerre de coq qu'on a parfois entre le féminisme très radical et une idéologie masculiniste, elle aussi potentiellement très radicale. ouais. Et Comment elle s'appelle cette dame? Tu te souviens du nom? j'ai oublié le nom de la journaliste, mais en effet, il y a un TED Talk très connu, elle en a fait un documentaire qui a été assez critiqué Ouais, quand même par les mouvements féministes, qui s'appelle The Red Pill, tout simplement, évidemment, donc la pilule évidemment. rouge. Ouais, Et en effet, dans ce documentaire, on voit des groupes masculinistes qui sont un peu old school, c'est-à-dire des groupes plutôt de défense des hommes et qui vont faire miroiter les grandes statistiques qu'on entend sur ces sujets-là. Donc voilà, et Antonin nous dit d'ailleurs en commentaire, faut pas confondre mascu et incels, et il a raison, c'est quand même des groupes assez distincts. il a... Et ouais, ouais. pour le coup, là, c'était des groupes plutôt masculins au sens défense des hommes et de leur spécificité, et notamment sur Ouais. bah, le fait qu'ils ils ont plus d'alcoolisme, qu'ils meurent plus d'overdose, qu'ils se Ouais, suicident ouais, ouais. plus, etc. Ouais, ouais. Donc Oui, il y a deux c'était distinctions à faire. ce que je Tout disais. masculinisme n'est pas misogyne nécessairement, et les incels, l'élément qui les caractérise, c'est l'aspect de frustration sexuelle et de résignation par rapport à ça. Mais tu peux être mascu tout en étant quelqu'un qui pécho beaucoup, et tu peux être relativement Tout à masculin fait. dans le sens où tu as un discours très positif sur les hommes sans être dans une haine des femmes. Même si malheureusement, ça s'accompagne souvent d'une haine des femmes, mais pas nécessairement. Ouais, ouais, et là, du coup, on met le doigt sur une subtilité dans la théorie du contact qui est super importante. C'est ça suffit pas d'être en contact avec les personnes. Par exemple, tu disais, bah, il y a des masculins qui sont souvent avec des femmes. Je veux dire, qui fréquentent énormément de femmes. Donc comment ça se fait que là, le contact ne fonctionne pas quelque part? En fait, on voit bien que la nature du contact, elle est importante. Typiquement, si moi je peux rester dans mes préjugés, je peux rationaliser mes préjugés tout en restant en contact avec toi, bah je vais pas forcément Ouais, modifier mon avis. Par contre, ouais, ouais. si en étant en contact avec toi, je suis obligé de questionner mes préjugés parce que je vois des choses, j'observe des choses, je ressens des choses qui sont fondamentalement différentes ou orthogonales à ce que je sais, à ce que je pense, et ben là je suis un peu obligé de me questionner. Et c'est tout l'art, je trouve, d'une très bonne, enfin, d'une bonne manière de rentrer en contact avec des groupes opposés, c'est de leur faire vivre l'expérience d'autre chose que des préjugés qu'ils ont. Et Tout à fait. on arrive sur la fin. Euh, je voulais peut-être, si on peut prendre une ou deux minutes de plus, si tu as le temps, Antoine, Bien sûr. venir sur un autre thématique pour finir. Parce que là, ok, je résume un petit peu. On a parlé de plein de sujets différents, mais en gros, on a parlé de l'idée que déjà, garder le contact, c'est hyper important. De savoir faire l'homme de fer de la position de l'autre, de savoir aussi pointer du doigt les inepties dans notre camp, les limites de notre camp, les limites de notre propre pensée, de savoir concéder des réalités objectives
à l'autre, peut-être sans faire le pont prescriptif que l'autre va faire dans son discours, peut-être en lui montrant qu'à partir des mêmes données, j'arrive à des conclusions différentes. Ça peut l'aider à rentrer en réflexivité. Bon là on voit qu'on peut déjà avoir une conversation avec des gens qui nous opposent vraiment de façon importante. Il y a une technique qui a été utilisée ces dernières années, depuis même une vingtaine d'années, je dirais, qui est censée nous aider à limiter, voire à diminuer les préjugés sexistes notamment, mais pas que, racistes aussi, envers les personnes, qui a été très déployée en entreprise, c'est la formation au biais implicite. Donc les biais implicites, c'est quelque chose qui est avéré scientifiquement, hein, c'est un phénomène avéré scientifiquement, où en gros on mesure le fait qu'on a du mal à associer des idées positives, donc des mots positifs par exemple, ou des sentiments positifs, à certaines catégories de personnes en fonction de notre propre auto-catégorisation, notre propre identité, par exemple de race ou de genre. Et ce qu'on observe, bah ouais, c'est que c'est difficile pour plein de gens de cliquer aussi vite pour associer un mot positif à une personne racisée qu'à une personne blanche. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le racisme implicite, ou le racisme invisible. Et on pensait qu'on pouvait former des gens à en sortir de ça, en leur expliquant qu'ils sont tous racistes et que quelque part, invisiblement, ils ont tous des préjudices, ils ont tous des préjugés envers les gens, et que c'est important d'en avoir conscience, de travailler dessus, d'agir à l'encontre de ces préjugés. Et ce dont on se rend compte dans la littérature, c'est que malgré la réalité de ces préjugés, malgré la réalité de ce racisme implicite, eh ben, ces informations ne fonctionnent pas bien. Donc moi, c'est mon claim à moi, hein, je regarde la littérature scientifique et je vois que bah, les formations ont plutôt des effets de backfire, ont plutôt des effets de retour de flamme, voire des effets, ou des effets zéro, c'est-à-dire il y a il y a peu de personnes qui vont changer leur comportement, changer leur avis, et donc ça n'aura pas beaucoup d'impact au final dans leur réalité. Et je pense notamment à des études qui ont été menées sur des populations de policières typiquement, qui ont été très exposées à ce type de formation, et ça n'a pas changé leurs sentiments ou leurs actions. Et Ouais. du coup, moi je me demandais si toi, en tant que psychologue politique, tu devais designer une action. Donc là, je te pose une question plus positive, hein, c'est si toi tu devais faire quelque chose, tu devais designer une action pour amener des personnes peut-être à réduire leurs préjugés, à, euh, à vraiment aller au-devant de ces divisions pour les régler. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu proposerais? Alors, question épineuse, intéressante et pas très politiquement correcte. Sur les biais d'association implicites chez les flics américains, donc je ne connais pas forcément les études, mais je connais un certain nombre de travaux sur la catégorisation raciale dans le contexte américain. Ce qui se passe en gros, c'est que probablement, à mon sens, mais je suis ouvert à changer d'avis, c'est que notre cognition, notre cognition sociale, elle est beaucoup calibrée pour faire des observations comme globalement véridiques sur le monde social. Et si tu vis dans un monde social où il y a effectivement une forte inégalité structurelle, où les Noirs ont en moyenne beaucoup moins accès à la richesse, vivent dans des quartiers beaucoup plus pauvres, ont leurs aïeux qui n'ont pas eu le droit à faire des emprunts à la banque ou d'être couverts par les assurances, etc. Il y a une différence de revenus entre familles qui est énorme selon la couleur de peau. Et en fait, la pauvreté a tout un tas de conséquences psychologiques. Tu as moins accès à des opportunités professionnelles sympas, moins accès aux services publics. Et on sait même, en tout cas, on a des bonnes raisons de penser, que ça a même des conséquences psychologiques. Ça rend les gens un petit peu plus impulsifs, un peu plus short-termistes, un peu plus court-termistes. Et du coup, en fait, aussi longtemps que ça, c'est vrai, ça veut dire que bah, statistiquement, il y aura un peu plus d'incivilité, un peu plus de crimes dans les quartiers plus pauvres. Et ce n'est pas un produit de la génétique, hein, c'est un produit de l'histoire, de la sociologie, de la disponibilité des ressources et de l'épigénétique. Et du coup, il ne faut pas s'étonner que les cerveaux des individus qui naviguent ce monde social avec des différences de richesse, de race, etc., enregistrent ces différences et fassent des prédictions statistiques qui peuvent être un peu vraies en moyenne. C'est-à-dire que tu vas faire l'hypothèse, si quelqu'un marche derrière toi dans la rue de nuit, que si c'est une personne noire, tu as un tout petit peu plus de chances que cette personne éventuellement te parle de manière impolie, soit un peu agressive, etc., que si c'est une personne blanche, par exemple. Donc, voilà. Il y a un certain nombre de travaux en psychologie sociale qui suggèrent quand même que les stéréotypes traquent quand même, arrivent un peu à faire des prédictions qui sont à peu près véridiques en moyenne sur le monde social, sauf si, et c'est quand même un bémol important, sauf si la source de ces stéréotypes, c'est de la propagande politique et médiatique qui n'est pas indexée sur les faits. Mais aussi longtemps que tu as une observation directe des gens, des comportements, que tu interagis effectivement avec les personnes au sujet desquelles portent tes stéréotypes, globalement, ça tend vers une espèce de correction descriptive empirique en moyenne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas discriminer à tort de temps en temps un individu qui ne correspond pas à la moyenne. Bien sûr qu'on peut faire des erreurs. Mais en moyenne, les prédictions de notre cerveau bayésien statistique sont à peu près correctes. Donc j'aurais envie de
de dire que, à mon avis, ces flics qui voilà, vont aller dans des banlieues très pauvres de New York, peut-être dans le Bronx, où il y a surtout des Noirs et des Latinos, et ensuite dans des, blancs, des quartiers blancs de Manhattan, où il y a beaucoup de riches avec une psychologie très différente. Bah, évidemment que si tu leur fais un implicit association test training, ils vont approuver de manière polie parce qu'ils ne doutent pas forcément d'ailleurs du fait qu'ils aient eux-mêmes des biais d'association implicites. Mais en fait, ces biais d'association implicites sont le reflet de l'environnement dans lequel ils évoluent et sont même en fait des connaissances sociologiques qu'ils ont sur leur monde social. Connaissances sociologiques qui peuvent être performatives, oui, je suis d'accord, qui peuvent amener les flics à se sentir plus légitimes, à arrêter un suspect noir ou à être un peu moins poli ou respectueux avec un suspect noir. Et tout ça peut avoir des effets qui s'entretiennent et qui sont négatifs. Mais du point de vue de la cognition individuelle, de la rationalité individuelle du flic ou de la fliquette individuelle, c'est relativement rationnel de faire ce genre de prédictions sur l'environnement social. En tout cas, ça peut l'être. Donc, c'est pas très étonnant que ces formations, c'est pas très étonnant que ces formations n'aient pas vraiment d'effets comportementaux Hmm, au-delà juste un peu du intéressant. signal antiraciste que le DRH essaie d'envoyer à ses employés. Quoi. Ouais, donc si j'assume un peu, c'est genre la pertinence du signal est totalement exacerbée par le vécu des flics, quoi. En gros, eux sur le Ouais, terrain, ils voient ouais. tellement de choses qui confirment leurs stéréotypes et leurs préjugés que cette petite formation-là, ça a zéro impact sur eux. Donc ça voudrait dire qu'il Ouais. faudrait soit modifier leur environnement, les exposer à des environnements Il faut du coup différents, des modifier trucs comme ça. l'environnement, Ok, c'est ça. Et ça, ok, c'est la deuxième partie de ma réponse, j'oubliais, très important. Que faire? Eh ben, il faut réduire la pauvreté, il faut investir dans les services publics pour réduire toutes ces inégalités structurelles dont on sait qu'elles ont des conséquences sur les incentives, sur les opportunités des gens et même sur leur psychologie, parce que quand tu as de la intéressant. pauvreté, effectivement, tu as, t'as des mindsets un peu plus impulsifs, un peu plus court-termistes qui se développent. Et là, je renvoie les auditeurs, les auditrices aux travaux de Daniel Nettel, euh, Pepper, une de ses collègues, et aussi Melvin Boonfaller et un certain nombre de travaux à l'Institut Jean-Nico sur l'influence des ressources sur la psychologie et sur l'impulsivité. Hyper intéressant, super intéressant. Et j'apprécie beaucoup parce que là, comme ça semble être un chantier impossible. Mais je trouve qu'en fait, en termes de politique publique, tu peux tout à fait envisager des choses. Par exemple, en démultipliant les types d'expériences que vont vivre les policiers sur le terrain. Donc en leur disant, bah, essayer d'aller dans ce quartier-là, puis un autre quartier, puis tu vois, changer d'espace tout le long de ta formation pour pouvoir te confronter à des situations différentes et modifier du coup ta perception des stéréotypes. Peut-être te former à ces questions psychologiques-là pour mieux comprendre comment on forme des stéréotypes, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à avoir cette analyse bayésienne statistique des situations qui, du coup, au global, plutôt vraie, mais qui ne présage absolument pas des individus et de leur spécificité. Voilà. Ouais, ouais. Et ça, c'est ultra intéressant, en fait, je trouve, de comprendre ça. Je trouve que ça m'aide vachement mieux de comprendre ça plutôt que qu'on me dise pendant 2 ou 3 heures que je suis un raciste, je ne le sais pas. Ça, non, ça. Et d'autant plus avec l'aspect moralisateur que ça incombe. Et Ouais. c'était un truc que tu n'as pas dit, Qui est mais je sais que condescendant tu et qui penses. peut Voilà. activer, ouais, l'aspect moralisateur qui est condescendant et qui peut activer un peu la défense, la réactance des gens et qui n'est Ouais. pas forcément très productif. Alors, un débat éthique qu'il faut avoir aussi, c'est Hmm. qu'il faut non seulement considérer le fait que les prédictions statistiques des cerveaux des gens peuvent être potentiellement assez indexées sur les faits, non seulement ça, mais il faut aussi débattre de quel va être ensuite le critère de safety qu'on va vouloir appliquer sur la base de cette connaissance des taux de base. Tu vois. Genre, c'est une première question de savoir si les flics ont des attentes statistiques qui matchent bien la réalité. C'en est une autre de savoir s'ils ne sont pas un peu trop prudents ou parano en voulant arrêter ou interpeller telle proportion de personnes noires versus telle proportion de personnes blanches. Ça, c'est un choix normatif, en fait. C'est un choix normatif qui va dépendre de à quel point tu penses que laisser passer un prévenu potentiellement dangereux, Ouais. eh ben, c'est dangereux pour la société. C'est un choix normatif. Ouais, versus le danger que constitue la détestation des policiers parce qu'ils arrêtent toujours les mêmes types de personnes, quoi. Donc, versus, Ouais, voilà, exactement. ouais, bon, j'ai tellement Là encore, tu as deux mécanismes de sens opposés et c'est c'est une trop question intéressant. entièrement Ouais. empirique de savoir comment ils s'équilibrent. Ouais. Et moi j'apprécie beaucoup cette conversation parce que là on rentre vraiment dans la nuance du problème, quoi. On n'est pas avec des sweeping statements, ok, ils sont tous comme ci, ils sont tous comme ça. Non, c'est complexe, c'est des situations ultra complexes. On peut pas vouloir aux individus de penser ce qu'ils pensent. On peut juste essayer de les amener à penser autre chose à travers des expériences de la vie qui sont différentes, en leur amenant des éléments éducatifs comme on essaie de le faire. Et c'est que comme ça au final qu'on va pouvoir recréer cette expérience du monde commune qu'on espère pouvoir nous emmener vers
une meilleure capacité à résoudre les problèmes complexes qui nous font face. On en parlait au début, changement climatique et grande transition sociétale et les conflits aussi qui sont quand même malheureusement en train de monter aux portes de l'Europe. Ouais. Encore une fois, malheureusement. Il y a Kevin qui nous faisait une petite remarque que je trouvais assez intéressante en disant, mais du coup, est-ce que c'est toujours un stéréotype? Si c'est en gros vrai, si c'est statistiquement vrai, est-ce que c'est encore Alors, toujours un stéréotype? oui, oui, c'est un stéréotype parce qu'en fait, il faut changer la compréhension qu'on a dans le sens commun du mot stéréotype. Un stéréotype en psychologie sociale, ce n'est pas une représentation abstraite fausse, c'est une représentation abstraite. C'est tout. C'est ça un stéréotype. Un stéréotype, c'est la représentation abstraite que tu te fais de la moyenne ou de l'exemple le plus représentatif ou du barycentre ou de l'item le plus représentatif d'une catégorie. Et après, c'est une question totalement empirique de savoir si ce stéréotype colle à la réalité ou pas. Hmm. Donc, en fait, plutôt que de se disputer sur la question de savoir s'il faut ou pas avoir des stéréotypes, il faut plutôt se demander, voilà, dans quelle mesure est-ce que nos stéréotypes sont corrects. Et encore une fois, je ne veux pas donner l'impression euh, que les stéréotypes sont toujours vrais dans toutes les conditions. Ça dépend du rapport entre à quel point ils sont basés sur l'expérience visuelle directe des gens, d'interagir avec les gens, versus est-ce qu'ils sont nourris à des sources de messaging, d'influence, de propagande politique qui, par exemple, si c'est le cas d'extrême droite, bah, évidemment, vont caricaturer, aggraver la menace et faire passer quelques Hmm. délinquants pour des membres représentants du groupe, je sais pas moi, des musulmans, des noirs, des pauvres, des trans. Donc tu dirais que par exemple, donc, il y aurait des stéréotypes qui sont statistiquement faux, des stéréotypes qui sont statistiquement vrais, mais ils sont jamais complètement, enfin 100% faux ou 100% vrai. Et c'est un peu le principe du stéréotype, c'est qu'on fait une analyse statistique un peu spontanée de la personne et on lui colle des étiquettes parce que c'est plus simple après d'interagir avec elle ou d'estimer les types d'interactions qu'on va avoir. Mais une fois qu'on en a conscience que c'est qu'une analyse statistique, en fait, on peut aussi nous-mêmes modifier nos comportements en lumière de Ouais, ça. Et notamment quand on sait ouais, que nos comportements ont un effet sur le comportement de l'autre et que du coup on peut générer des stéréotypes chez l'autre par notre ouais, inférence du stéréotype chez la personne. ouais, Donc ouais. ça c'est très intéressant de voir ces feedback loops qui existent aussi dans ce type d'interaction. Et c'est pour ça que moi je trouve Et ça... Ouais, vas-y, pardon. les gens sont assez bons pour inhiber leurs stéréotypes généraux dans la présence d'une personne particulière qui ne colle pas aux stéréotypes, hein. Ouais. Même les plus radicalisés du Ku Klux Klan disent à Daryl Davis, mais toi, t'es pas un noir comme les autres, toi, t'es un mec sympa. Mm, Toi, on te respecte, toi, t'es sympathique, toi, t'es compétent, t'es pas con. Tu vois. Même dans ces contextes-là, même les plus extrémistes sont capables de faire ça. mm, Et voilà, après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une force du stéréotype, jamais, hein. Ça peut quand même bien avoir sûr. une petite force sur la manière dont on appréhende une interaction, donc on va présupposer un certain niveau de connaissance ou de compétence à quelqu'un. Le mansplaining, ça peut exister, hein. Voilà, des hommes qui vont présupposer qu'une femme est nulle en bricolage pour réparer son vélo parce que le stéréotype, selon eux, est comme ça. Euh, Ça existe, bien sûr. Ouais. Ah, c'est ultra intéressant. Alors, Kevin me repose encore une question, mais ça va nous amener très loin. Tu demandes est-ce qu'il y a un lien entre Vas-y. stéréotype et connaissance? Je pense que clairement, oui. C'est une connaissance du Oui, monde, bien en sûr. fait. Ouais, ouais, tout à fait. C'est notre Le expérience du stéréotype, monde. c'est l'aspiration à la connaissance du monde social de ton cerveau. Pourquoi? Parce un des buts clés de ton cerveau, c'est de prédire l'instant suivant, hein. Nos cerveaux, c'est des machines bayésiennes à prédire ce qui va se passer, à catégoriser les objets qu'on voit dans la perception, à comprendre ce que c'est, à anticiper le développement d'une interaction future en fonction de bah, qui est cette personne. Est-ce que c'est un pauvre, un riche, un homme, une femme? Comment ça va se passer? Quelles sont ses préférences? Comment elle va raisonner? Comment elle va réagir à ce que je vais dire et tout. La fonction du cerveau, une des grandes fonctions du cerveau, c'est de générer des prédictions statistiques, une carte du monde social et des prédictions statistiques de comment les gens se comportent si tu fais telle ou telle chose. Hmm. Ouais, super intéressant. Bon, on s'est noyé un peu du sujet, mais c'est toujours aussi intéressant. Merci beaucoup, Antoine, pour le temps en plus que tu nous as donné ce midi. J'espère Toujours que un ça a plaisir. pu en faire profiter un certain nombre de personnes qui voient que, en effet, c'est possible de parler quand tout nous oppose. Ce sera un peu la conclusion à chaque fin d'épisode sur ce sujet. C'est possible, mais c'est compliqué, c'est pas évident, c'est difficile. Ça demande de faire beaucoup de travail sur sa propre posture, sa propre radicalité, ses propres convictions, sur sa propre humilité intellectuelle, qui est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé aussi. Et ça, je trouve ultra important de le comprendre et de le vivre au quotidien aussi, de l'exercer au quotidien, parce que ce n'est pas facile. Est-ce que tu as un mot de la fin, Antoine, à 13h15, là, ce jeudi après-midi?
Bah, j'aurais envie de dire que là, nous, entre nous, ça se passe évidemment exceptionnellement bien et c'est très constructif parce qu'on est d'accord sur l'essentiel et qu'on est tous les deux très curieux intellectuellement et qu'on lit les mêmes choses, etc. Et qu'on est potes. Tu m'as quand même invité à ton mariage. Mais je veux dire, la plupart du temps, c'est pas aussi civil et pas aussi constructif. Donc, je veux pas. Il faudrait pas qu'on donne l'impression un peu prétentieuse et Bien sûr. naïve que ça va se passer pour les gens aussi facilement que ça s'est passé entre nous. Évidemment, c'est pas comme ça. Mais si on a pu transmettre quelques éléments de connaissance, un peu de la psychologie du conflit, des discussions politiques et quelques petits principes un peu clés en main à essayer d'appliquer un peu plus, c'est tant mieux et je considérerais qu'on a été utile. Merci beaucoup Antoine et continuez à suivre ces lives, on va en faire un par mois, toujours avec un expert ou une experte du sujet. J'essaie d'avoir des femmes, c'est pas évident. Donc si vous êtes une femme experte de ces thématiques, sur comment parler dans des situations divisées avec des personnes qui sont différentes de nous, ça m'intéresse énormément, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous dis bon après-midi et bonne fin de semaine à tous.